Bonsoir à tous. Comme tous les mois, on se retrouve pour notre magazine de grands reportages sur le monde de 2019. Ce soir, Las Vegas. Pourquoi Vegas? Parce que Sin City, c'est un peu notre part d'ombre à tous. Parler de cette ville, c'est prendre le pouls de notre société, de nos obsessions, de nos fantasmes. Et si vous pensiez tout connaître de Vegas, vous allez être surpris. On dit souvent que ce qu'il se passe là-bas reste là-bas. Nous, on va tout vous raconter. Las Vegas ne meurt jamais, quoi. Non, Las Vegas ne dort jamais et ne meurt jamais. Ce soir, vous allez découvrir le nouveau Vegas. On a rencontré ceux qui font la ville en 2019, les grands gagnants. On est à Vegas et on va se mettre bien. Mais aussi ceux qui ont tout perdu et vivent aujourd'hui dans les tunnels. Vous espérez remonter à la surface un jour? Ouais. On ne sait jamais. Avec $2, on peut toujours se refaire. Sin City, la ville du péché, n'a jamais aussi bien porté son surnom. On vous emmènera aux Oscars du porno. Vous travaillez pour qui? Naked News. Naked News. D'habitude, je suis tout le temps à poil. J'arrive pas à croire que je suis habillée. Las Vegas rêve de devenir la nouvelle capitale du X. On vous expliquera pourquoi et comment. Ça, c'est la cage. Les gentils garçons en haut, les vilains dans la cage. Et toi, tu vas où? Las Vegas voit toujours les choses en grand. Dernier exemple en date, le boom du cannabis. Je peux me permettre de vous dire que vous ne ressemblez pas vraiment à quelqu'un qui vend de la weed? Un dealer, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Pour les fumeurs pressés, il existe même des drives. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut l'avoir ici. C'est comme le drive d'un fast-food, quoi. C'est ça, c'est comme au fast-food. On sortira aussi du strip pour enquêter sur la nouvelle affaire qui secoue le Nevada. Mes chevaux ont été massacrés. C'est vraiment une boucherie. Un rodéo trip à la poursuite des Mustangs, cet animal mythique devenu la nouvelle bête noire des autorités. Si on ne gère pas le problème, les chevaux vont être affamés, vont mourir et vont détruire leur habitat. Et vous verrez qu'aujourd'hui, ceux qui murmurent à l'oreille des chevaux, ce sont des prisonniers. Ce cheval, je le dresse pour les flics. Bref, vous allez tout comprendre sur le nouveau visage de cette ville où depuis des années, les plus grandes stars côtoient les plus grands bandits. Las Vegas est une ville absolument unique, spéciale, dont vous avez déjà entendu beaucoup parler et qui est bien difficile à décrire. On a tout, on est prêt. Notre voyage à la conquête de Vegas, ça commence maintenant. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit topo sur Vegas, sur la folie de Vegas, un topo en chiffres. 42 millions, c'est le nombre de touristes qui débarquent chaque année à Vegas. C'est 9 millions de plus qu'à Paris, pour une ville qui ne compte que 700 000 habitants. Au cours des 10 dernières années, Las Vegas est la ville américaine qui s'est le plus densifiée. Chaque visiteur passe en moyenne 4 heures par jour à parier dans l'un des 65 casinos de la ville. Chiffre d'affaires l'an dernier, 7 milliards de dollars. Les stars, ce sont elles, les machines à sous. On en compte 187 144. Le plus gros jackpot jamais remporté en tirant le levier, 39 710 826 dollars. 93 ans, c'est l'âge du plus chanceux des vétérans américains. Cet homme n'a pas gagné une fois, mais deux, 4,6 puis 21 millions de dollars. J'ai eu de la chance toute ma vie. Tu m'étonnes. Et la palme du joueur le plus loser revient à un autre Américain qui a perdu en une soirée 127 millions. 288, c'est le nombre d'années qu'il faudrait pour dormir dans chacune des 150 000 chambres d'hôtel de la ville. Rien qu'au Grand MGM, 15 000 thés d'oreiller sont nettoyés chaque jour. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez vous payer la suite la plus chère de la ville, 40 000 $ la nuit pour 800 mètres carrés en duplex. Bienvenue à Vegas. Un petit creux après vos longueurs dans votre piscine privée, goûtez donc le burger le plus cher du monde pour à peine 5 000 $. On utilise le bœuf Wagyu, la meilleure viande du monde. Et si vous avez encore faim, vous pouvez opter pour le burger le plus gras du monde. Je vous présente le burger. 19 900 calories, 8 steaks, 40 tranches de bacon, mais attention, les serveuses ne plaisantent pas si vous ne finissez pas votre assiette. Le resto s'appelle le grill de la crise cardiaque et pas pour rien, 2 clients sont morts sur place. Il s'est mis à suer et à trembler. 11, il y a 11 stands de tir à Vegas. La particularité ici, vous pouvez choisir une mitrailleuse, un lance-flamme ou un lance-grenade. Pour 2 500 $, vous pouvez même tirer avec un tank. Ou écraser avec de vieilles bagnoles en pleine ville.
Si le cœur vous en dit, envoyez-vous ensuite en l'air. Une chute libre de 350 mètres en plein milieu du strip à plus de 65 km/h. Et on termine avec le bouton magique qui déclenche les fontaines mythiques du Bellagio. Place de rêve, coupe de chambre et musique de votre choix. Un moment inoubliable pour la bagatelle de 250 000 $. Aujourd'hui, plus que jamais, Vegas est la ville de tous les excès et de tous les extrêmes. En quelques minutes, vous pouvez devenir millionnaire ou tout perdre. Et vous allez voir que pour rester au top, Vegas se réinvente en permanence. Avec Renaud Villain, on a rencontré ceux qui font Vegas en 2019. Il n'y a qu'à Las Vegas que l'on peut voir ce genre de fête démesurée. Feux d'artifice, son et lumière, et puis surtout, un petit truc en plus. Ici, quand un casino fait faillite, c'est Demolition Party. Célébrer les échecs avec panache, ça c'est Vegas. Depuis 10 ans, le jeu fait beaucoup moins recette. Vegas traverse une crise, mais vous allez voir que la ville a toujours une paire d'as dans sa manche. C'est la mec de l'entertainment, c'est la finale de la Champions League tous les soirs. Vegas version 2019, c'est moins de croupiers pour plus de DJ. Une stratégie mise en place par une mère ambitieuse qui, depuis son bureau tour de contrôle, surveille ses derniers investissements. On est en train de construire un stade de 70 000 places, juste là-bas. Une culture de la gagne à tout prix qui creuse encore un peu plus les écarts entre ceux qui ont tout et ceux qui ont tout perdu. Ils s'en foutent de nous, il n'y en a que pour les touristes dans cette ville. Quel est le visage de Sin City aujourd'hui? Par ici la visite. Pour dresser le portrait d'une ville, l'idéal, c'est toujours de prendre un peu de hauteur. Salut Flo. Ça va Martin? Ouais, très bien. C'est parti. Ok. Petit tour d'hélico avec un oiseau de nuit. Florian est DJ, il a parié sur Vegas et ça lui a plutôt réussi. À 34 ans, ce DJ français s'est fait une place au cœur du strip. Moi je fixe un Drake, donc la Drake tu peux le voir c'est en top du building, ouais. Justement. Donc ça, quand tout est ouvert, tu peux mettre jusqu'à 8000 personnes. C'est des chiffres absolument énormes. Ah oui, oui, bah c'est comme des salles de concert en France parce que tous les soirs. Florian a posé ses platines ici il y a 10 ans, en pleine crise. Il a vu Vegas au tapis, puis se refaire. Aujourd'hui, sa ville a de nouveau la gagne. En ce moment, c'est en plein boom, ça construit. Et donc, comme tu peux voir là-bas, ils ont monté dans un petit périmètre plein de tours, le Cosmopolitan, le Dara, Aria. Plus d'hôtels, c'est encore plus de touristes et encore plus de fêtes. Tout le monde est gagnant, surtout Florian. En fait, c'est quand même un peu la seule destination dans le monde où les gens ils viennent pour dépenser leur argent. Tu vas pas pour aller à la plage, tu vas pas pour visiter les musées, tu viens pour aller jouer au casino et faire la fête. Las Vegas ne meurt jamais, quoi. Non, Las Vegas ne dort jamais et ne meurt jamais. Avant d'aller mixer, on fait un crochet chez DJ Flowfly. Soirée boulot avec son associé, un autre DJ français de Vegas, Chris Garcia. Les affaires marchent bien, ils vendent leurs sets partout dans le monde, de Tokyo à Ibiza. Moi, de toute façon, je mixe le 15, le 16, le 17, je rentre ici. Leurs carrières ont décollé ici. À Vegas, pas le droit à l'erreur. Il y a tellement d'argent par rapport au casino et tout, ils essayent toujours de sortir le dernier cri en club. Dans le top 20 des meilleurs clubs du monde, on a peut-être 10 qui sont à Vegas. On va dire que c'est la finale de la Ligue des Champions tous les soirs, tout simplement. Il y a une chanteuse qu'on a pris. Les DJ rêvent d'un succès à la David Guetta. Et pas meilleur endroit pour faire d'un titre un tube planétaire. On prend un peu la vibe de la soul, la mettre sur la house music. C'est bien connu, à Vegas, tout est possible. Si je vous fais 3 notes au clavier, vous pouvez en faire un tube? Eh ben écoute, il faut essayer. Ouais. Je pense qu'on peut essayer de faire un truc là-dessus. Hein. Voilà. Alors, tu fais ça. Et puis on va lui mettre un petit kick pour voir ce que ça donne.
y a un peu de boulot là. Ouais, ils sont au piano. Allez, fini de jouer, on laisse la place aux pros. Ce soir, Florian nous embarque dans le club où il est résident et on n'y va pas en taxi. Direction le strip. Devenue la plus grande concentration de clubs au monde, une boîte tous les 100 mètres, pour au total l'équivalent de 50 terrains de foot de dance floor. Pour entrer au Draze, mieux vaut soigner son look. On est à Vegas et on va se mettre bien. Comme la plupart des boîtes de nuit de la ville, le Draze est hébergé par un casino. L'entrée est située à 3 mètres des machines à sous. Ah ouais, Bobo, t'es good? Donc ça, c'est tous les rappeurs en résidence. 50, Migos, Wiz Khalifa, Snoop. En fait, t'as tout le gratin du hip-hop US qui est en résidence ici. Et toi? Avec Flowfly. Bienvenue dans l'une des plus grosses boîtes de Vegas. L'été, le club ouvre sa méga terrasse piscine pour des poules parties avec 8000 clients. Donc là, t'as Bellagio, César, Mirage, le nouveau Cosmopolitan, la Tour Eiffel. Pourquoi avoir choisi Vegas plutôt que New York ou Los Angeles? Eh ben, j'ai habité à New York pendant 6 ans quand j'ai bougé aux États-Unis. Et Vegas, c'est la capitale de l'entertainment. Minuit, DJ Flowfly entre en scène. 2 heures de mix, 2 heures pour chauffer la salle et aider les clubbers à dépenser leur argent. Prix minimum de la bouteille, $2000. Bon, bien sûr, on n'a pas pu s'en empêcher. « 2 heures du mat', Florian s'efface pour laisser place aux stars de la soirée. Le duo Method Man et Redman, des légendes du rap US anciens du Wu-Tang Clan. À eux deux, un demi-siècle de hip-hop. Ce soir, ils empochent $150 000. Une goutte d'eau pour le club. Bénéfice l'an dernier, $20 millions. Pourquoi c'est intéressant pour vous de venir jouer à Vegas? Pour la thune. Pour l'argent? Ouais, le cachet est bon. L'herbe est bonne. Et puis il y a des super meufs à Vegas. À Vegas, le public est différent. Les gens viennent du monde entier. Alors si t'assures le show, t'es sûr qu'on te rappelle pour du taf. Des stars qui assurent le show pour des clients fortunés qui sirotent du champagne dans les carrés VIP. Et au milieu, une clubbeuse qui, elle, n'est pas là pour faire la fête. Son métier, concierge de luxe. Si vous êtes millionnaire et que vous voulez une virée à Vegas All Access, c'est elle que vous appelez en descendant de votre jet privé. Est-ce que tu peux envoyer un bus limo pour 15 personnes à l'hôtel Aria, chambre 245? Changement de décor et changement d'ambiance. La nuit a été courte. Elena Kess est d'une humeur de chien. Combien de messages, combien d'appels vous recevez par jour? Environ 50 appels par jour, une centaine de textos, des centaines d'emails. Ça ne s'arrête pas. On doit passer la journée avec elle. Ça ne s'arrête pas, désolé. Et on se dit que ça va être long. Elena, c'est un peu le Vegas qui se la raconte. J'ai bientôt fini de répondre à mes textos. Après, on doit promener le chien, prendre un café. Je suis désolée, ça s'arrête pas. Dispo jour et nuit, elle répond aux moindres caprices de ses VIP. Tu peux tenir la laisse pour que je réponde aux textos? Merci. Par ici, allez. Et pour l'instant, c'est plutôt nous qui subissons les siens. Bon bah voilà, je suis dog-sitter. Vous faites quoi pour tous ces gens? Tout ce qu'ils désirent. Si tu viens à Vegas, tu m'appelles. Elena, j'arrive pour le travail avec ma femme, ma maîtresse.
Oula, il faut ramasser la merde du chien. Tu peux t'en charger? Non merci. Servir les gens fortunés lui est peut-être un peu monté à la tête. Je vais me faire les ongles. J'essaie de me faire une manicure depuis des jours. Elena est surbookée depuis que Vegas est devenue la cour de récré des millionnaires en goguette. C'est parti, Nancy. C'est l'une de vos clientes les plus occupées? Elle ne lâche jamais son téléphone. Jamais? Non. Je lui dis, donne-moi ta main. Non. Tu veux bien prendre mon sac? Et ça, merci. Avec plaisir, Elena. Allez, on prend le sac à main, on va essayer de bosser un peu. Premier client de la journée. Un ex-joueur de football américain et son styliste. Ils sont venus faire la bringue pour le week-end. Elena s'occupe de tout. Je vous présente Bobby. Il s'occupe de tous mes VIP. Il ne dort jamais. Dans le package, tour en limo, dîner chic, after en boîte, sans oublier les folies de dernière minute. Vegas, c'est vraiment l'endroit où tous tes rêves deviennent réalité. Tu ne veux pas dormir? Tu veux faire la fête très tard? Tu veux aller voir un striptease à 10h du mat? Tu veux la meilleure table pour un dîner VIP à 3h de l'après-midi avec une super vue? Disneyland pour les adultes. Ouais, c'est ça. C'est le Disneyland de la vie. Les clients suivants, c'est du lourd. Voici Odell Beckham Jr., un joueur de football américain. Il pèse des millions. La star est venue faire la fête avec tout son entourage. Tu fais quoi là? Notre caméra les agace. Non, monsieur, s'il vous plaît. Alors on s'est incrusté avec notre téléphone. Sur scène, French Montana, le rappeur qui a la cote en ce moment. Elena a réservé pour ses clients les tables les plus chères du club, $10 000, rien que pour s'asseoir. Aucun problème pour Orlando Skendrick, cet autre joueur de foot américain. Il fête ses 32 ans en toute simplicité. Ici, on montre son argent, mais on n'en parle pas trop. Elena reste discrète sur ses tarifs. On sait seulement que ses clients et les établissements lui filent une com. Mission accomplie ce soir? Oui, et tu m'as bien aidé. Faut dormir maintenant. Un mot pour résumer Vegas. Taré. Vegas est taré. Ainsi va la nuit à Vegas. Bling bling et show off. Comme tous les soirs à Sin City, la fête se termine sous une pluie de dollars. Et celle qui fait tout pour que le cash continue de pleuvoir sur la ville n'est autre que Madame la maire. On a rendez-vous dans sa tour de contrôle. Bonsoir Martin, comment ça va? Bienvenue à Las Vegas. Caroline Goodman, ancienne directrice du César Palace, aujourd'hui patronne de la ville, a toujours un jeton dans la poche. Merci beaucoup. Allez, entre, viens voir Vegas. Voici mon bureau. Je vois que la patronne de la ville du péché connaît beaucoup de monde. Voyons voir. Bien sûr, le président Obama, juste là. Ici, la fille de Nelson Mandela. Dans le fond, il y a le président Donald Trump. Mon mari était maire pendant 12 ans avant moi. Il avait des stripteaseuses et moi j'ai des Chippendales. Caroline et son mari Oscar forment un power couple qui règne sur la ville depuis 20 ans. 3 mandats pour monsieur, 2 pour madame, et ce n'est pas fini. À 80 ans, elle en brigue un 3e, et son nouveau cheval de bataille, c'est le sport. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance au sport? C'est quoi le but? Le sport, c'est ce qu'il y a de plus populaire. Les gens adorent le sport, les matchs et bien sûr les paris. On est en train de construire un stade de 70 000 places là-bas. Madame la maire voit les choses en grand, très grand. Ce stade, c'est tout simplement le plus cher de l'histoire, 1,8 milliard de dollars. Il abritera une équipe mythique, les Raiders, qui déménagent d'Oakland pour s'installer à Vegas. Ça vous paraît fou? Pourtant la ville sait ce qu'elle fait. Elle n'en est pas à son premier coup d'essai.
Ce soir, c'est Game Night. Au milieu des casinos, l'attraction à la mode, ce sont les Golden Knights, la nouvelle équipe de hockey de la ville. Ouais, évidemment, dans le milieu du sport américain, les matchs sont importants. Ce qui est assez incroyable, c'est tout ce qu'il y a autour. Le show, les pom-pom girls, les musiciens. Et on sent qu'ils sont vraiment mis le paquet à Vegas. À chaque match, près de 20 000 supporters remplissent le stade, tous survoltés. Allez les Knights! Qu'est-ce qui vous plaît dans les soirs de match? Tout est bien. J'adore quand ça se fight. Ah bon? Ouais. L'ambiance est électrique, c'est incroyable. Tout le stade est debout sur son siège. Il y a une super énergie. J'ai jamais rien vu de pareil. Les Pom-Pom Girls investissent le stade flambant neuf, histoire de chauffer les spectateurs, et leur carte bleue. Une place coûte entre 100 et 500 $, sans compter les goodies, les cocktails et bien sûr, les paris. Beaucoup de gens parient sur les matchs? Mais oui, bien sûr. On est à Vegas. Tu veux tenter ta chance? Ah non, ça va, merci. Les jeux sont faits, place au sport. Les gladiateurs entrent dans l'arène acclamés par des supporters en transe. Pourtant, il y a 1 an et demi, rien de tout ça n'existait. Ni patinoire, ni équipe. C'est le dernier coup de poker de Vegas. Créer de toutes pièces une équipe pro en un temps record. C'est pas étrange de soutenir une équipe qui n'existait même pas il y a 1 an et demi? C'est super! Personne n'avait de maillot il y a 1 an et demi et maintenant, tout le monde en porte. Le coût de cette petite folie, 500 millions $. Un peu comme si l'AS Royan se retrouvait du jour au lendemain en Ligue des Champions avec le budget du PSG. Ils ont tout créé. Mon mari est né ici il y a 70 ans et il n'y avait jamais eu d'équipe locale. Sur la glace, il y a même un Frenchie dans l'équipe, Pierre-Édouard Bellemare. Allez les Knights! Du jeu, des chocs et même quelques bonnes tartes. Franchement, on a passé une super soirée, même si les Golden Knights ont perdu. Le score final est 4-3. C'était moche, hein. Vraiment moche. Alors forcément, dans les vestiaires, petite déception. Bon, ouais. Dommage. On va se faire taper sur le doigt, s'il faut se faire taper sur le doigt, et puis... Et c'est reparti? Le jour d'après, c'est reparti. C'est comme au casino. On peut toujours se refaire? On peut toujours se refaire. Et si c'est la maison, du coup, généralement, la maison gagne toujours, donc on va se refaire le prochain match. C'est l'un des grands mythes de Vegas. On peut toujours se refaire. Une jolie phrase. Pourtant, à Sin City, pour ceux qui perdent, la chute est parfois rude et la remontée quasi impossible. Sous le faste du strip, il existe un monde parallèle, beaucoup moins glamour. Comment ça va? Bien et vous? Ça va, merci. Vous allez m'emmener dans les entrailles de la ville? Oui, parce que c'est important de montrer cette partie de Vegas. Parce que oui, on a la façade, tout ce qu'on voit, mais il y a une autre vie sous terre, où vit toute une communauté de gens, et ça, personne ne le sait. Paul Votrino connaît bien la face sombre de Vegas. Pendant 3 ans, il a été SDF et a vécu littéralement 6 pieds sous terre. Sous les casinos, un réseau de 300 km de tunnels creusés il y a 40 ans pour évacuer les eaux de pluie. On est juste en dessous du Caesar Palace. Quand je vivais ici, il y avait des araignées de la taille d'une balle de baseball. On les appelle les veuves noires. Vous avez aussi des scorpions du désert, des chauves-souris, des rats aussi. C'était pas vraiment une partie de plaisir. Un labyrinthe plongé dans l'obscurité et l'odeur de moisi qui abrite 400 personnes. Vous vous repérez comment dans ces tunnels? Comme on peut. Il faut marcher, voir où ça mène et essayer de se souvenir. Moi, je faisais des lignes avec de la paille ou tout ce que je trouvais pour retrouver mon chemin. Comme le fil d'Ariane? Oui, c'est ça. Paul, avec sa petite assoce, est l'un des seuls à oser s'enfoncer jusqu'ici. C'est Paul, de Shine a Light. Vous avez besoin de chaussettes, barres de céréales, autre chose? Oui! Dans les entrailles de la ville, un autre monde, à la Mad Max.
Ni électricité, ni eau potable. L'air est irrespirable. Randy et Rusty vivent au fond de ce tunnel depuis 3 ans. Ça, c'est toutes nos affaires et nos provisions. Tu sais, ici on survit. C'est Rusty et Diamond. Il mord pas, tu peux le caresser. Ah T'as oui. vu? C'est comment de vivre ici? Froid, très froid. Et humide. Quel type de problème vous rencontrez? L'eau. Oui, l'eau. Les inondations? Quand il pleut, oui. Ou quand le Rio, le casino, juste au-dessus, vidange son eau. C'est un visage de Vegas. Que personne ne voit jamais, non? Ils ne veulent pas qu'on voit ça. Personne ne veut que ça se sache. Ils s'en foutent des gens qui croupissent ici. Ils ne s'intéressent qu'aux touristes. Il n'y a que ça qui compte. Si le tourisme s'arrête, la ville meurt en un battement de cœur. On les surnomme le peuple des taupes. Si loin du Vegas de luxe, et pourtant si proche. Juste au-dessus, c'est le Caesar Palace. Et moi j'adore le contraste, la fracture. Il y a Maria Carey sur un immeuble à 1 milliard de dollars et des gens qui vivent juste en dessous, 6 pieds sous terre. On continue notre déambulation sous le strip à la rencontre des oubliés de Sin City. Hey, c'est Paul. Salut. 500 mètres plus loin, on rencontre Tommy. Il a grandi sous le soleil d'Hawaï. Hey. Bonjour. Moi, c'est Tommy. Et puis un jour, il est venu en vacances à Vegas avec sa famille. Il y a ma femme avec moi, mon fils est là. Et là, on range nos vêtements, notre bouffe. Il y a même un peu de son maquillage, vous voyez? Fauchés, expulsés de leur motel, ils se sont d'abord installés ici dans l'urgence. Une urgence qui dure depuis 4 ans. Ça, c'est une batterie de 12 volts. Ça vient d'une bicyclette. Pour avoir un peu de lumière. Ouais, enfin, on a ça depuis 3 jours. Comment vous avez atterri dans ces tunnels? Ah, les paris, la drogue... Bon, je vais pas te mentir. Je te dis la vérité. Je garde espoir car là-haut, tout est possible. Et peut-être qu'un jour, je sortirai d'ici et je serai de retour à la surface. Vous espérez sortir d'ici un jour? Ouais. Ouais, un jour, j'y arriverai. Peut-être que c'est avec cette poignée de dollars que je me referai. Ou peut-être pas. On vient de le voir, Las Vegas, c'est la ville de tous les extrêmes, mais aussi de tous les délires. Le nouveau truc à la mode, c'est le wedding. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis au nom de votre amour pour le cannabis. John, tu peux embrasser la mariée. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est surtout le symbole de la nouvelle histoire d'amour entre Vegas et la weed depuis 1 an et demi. C'est légal, un mariage de raison et surtout de pognon. On compte déjà 37 weed shops à Vegas, 62 dans tout le Nevada, un business qui rapporte gros, 530 millions de dollars l'année dernière. Avec Renaud Villain et Juliette de la Salle, on a rencontré ceux qui veulent faire de Vegas la capitale mondiale de la weed. La magie de Las Vegas à tous les coins de rue. Allez, je mélange et tu me dis stop. C'est le dernier coup de génie pour amuser la galerie. C'est Vegas et la bœuf, c'est légal. À Sin City, il ne manquait plus qu'un vice, le cannabis. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Super, je m'appelle Michael, je suis un magicien de la weed. Vous me montrez? Ah ouais, je peux te montrer. Salut les gars. Le cannabis c'est légal, mais on ne peut pas fumer dans la rue ou sur le strip. Encore moins dans cette zone. Je vais vous demander de partir. Si la police vous voit, vous êtes foutus. Ah ok. Depuis 1 an et demi, ce joint, vous avez le droit de l'acheter à Vegas, mais attention, interdiction de le fumer en public, dans la rue, au resto ou dans votre chambre d'hôtel. Bref, un joli tour de passe-passe que notre magicien résume à sa façon. Alors? T'arrives pas à fumer, hein?
T'as les mains liées. T'as du cannabis que tu as acheté légalement dans un magasin, mais tu n'as pas le droit de le fumer. Cette loi, on la retrouve dans tous les États qui ont légalisé la weed. Sin City n'a pas pu y échapper. Alors à défaut de se démarquer de la concurrence, la ville a décidé tout simplement de l'écraser. Quand vous atterrissez à Vegas, le cannabis s'affiche en 4x3. Difficile d'y échapper. Nous avons rendez-vous à Planète 13. Pas besoin de GPS, il n'y a qu'à suivre la navette. On est au pied de la Trump Tower et contrairement aux apparences, derrière moi, ce n'est pas la dernière boîte à la mode à Vegas, mais le plus grand magasin de cannabis du monde. 3700 mètres carrés uniquement dédiés à la weed, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont lancé le business il y a seulement quelques mois et ils accueillent déjà 1500 clients par jour. Allez, par ici la visite. Bonjour, ça va? Bonjour, bienvenue. Ça va? Là, vous êtes sur un sol interactif. À l'accueil, ils ont bien tripé et à l'intérieur, ils se la jouent déco minimaliste et service premium. Ça, c'est une variété à la mode, le triangle de l'amour. On dirait vraiment une dégustation de vin. Exactement. Le choix est vaste, plus d'une centaine de variétés d'herbes. Mais tous les articles ne se fument pas. L'une de nos meilleures ventes, c'est ces petites gaufres au chocolat. On a aussi des gâteaux. Et même des sprays. Des sprays comme quand on a de la toux? Oui, c'est ça. Tout ce qui se mange, ça marche vraiment bien à Vegas. Parce que c'est plus discret que de se balader avec un joint. Ici, on vise tous les publics, 21 ans minimum. Les non-initiés peuvent se renseigner sur des bornes, comme au supermarché. Je peux vous demander ce que vous faites? Ah oui, on recherche des chocolats magiques et on regarde le taux de THC. Ça change de votre dealer habituel? Oui, oui. Attendez, je n'ai pas de dealer. Ah, je sais pas, moi. C'est mon mari, mon dealer. Ah bon? Bonjour, monsieur. Les vrais dealers, ce sont eux, les bud tenders. Comprenez, les barman de la weed. Une centaine de pôles rouges aux petits soins des fumeurs de joint. Cette variété, c'est plutôt du 80-20. 80% des effets dans le corps, 20% dans la tête. La LA Confidential, c'est une variété qui détend. Ça fait partie des incontournables de Vegas? Bah, je viens de sortir de l'avion. Vous sortez de l'avion? Ouais, il y a 1 heure à peine. Et le premier arrêt, c'est ici? Et ouais. Dans ce magasin de cannabis, le panier moyen est de 75 $ par client, hors pourboire. Je vous mets les feuilles, le briquet, et vous avez le ticket de caisse dans le sac. Angel est bud tender depuis 2 ans. Au revoir, profitez bien. Et on peut dire qu'il est très investi dans son boulot. Tous les jours, on a des cours sur les produits. Ils nous remettent à niveau sur ce qu'on vend et je dois tous les essayer pour savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas et ce qui fait de l'effet. Pour rappel, la consommation et le commerce de cannabis sont interdits en France. Alors ce genre de magasin chez nous, c'est absolument impensable. Ça ressemble à un Apple Store, non? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut offrir aux clients. Quand le Apple Store rencontre le Disneyland pour adultes. Lui, c'est un de nos patrons sur le Segway, Larry Scheffler. Bonjour, comment ça va? Enchanté. Bonjour, enchanté. Donc vous vous baladez avec ça? Je suis trop vieux pour marcher, non, je plaisante. Je peux me permettre de vous dire que vous ne ressemblez pas vraiment à quelqu'un qui vend de la weed? Un dealer, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Vous ne ressemblez pas vraiment à un dealer. Larry Scheffler a fait fortune dans l'impression de prospectus. Pas vraiment le même délire. Pourquoi investir dans le cannabis? Je crois que c'est le dernier vice à être légalisé. Ça va être une industrie phénoménale, encore plus que le jeu et l'alcool, je crois. Ce baron de la weed version légale roule sur l'or. Son petit Disneyland pour adultes devrait lui rapporter 45 millions de $ cette année. Un joli magot très bien gardé. Moi, j'espère que personne n'essaiera de nous voler. Et si c'est le cas, on est prêt. Quoi? Ah oui. Avec cet ancien de l'Air Force, on n'est pas vraiment dans le peace and love. Ok.
Mais t'inquiète, c'est pas chargé. La balle, c'est ici normalement, donc on peut pas tirer. C'est en cas de gros pépins de sécurité? Oui, c'est en dernier recours. Voilà, donc on est avec un chef d'entreprise d'une des très grosses entreprises américaines, l'équivalent du 440 chez nous. Et dans son coffre secret à lui, bah, il y a ça. Thanks. Larry Scheffler est un gros calibre du cannabis. Sa boîte pèse déjà 125 millions de dollars en bourse. Pourquoi est-ce que c'est mieux d'investir dans ce business ici, à Vegas? On n'a pas d'impôt dans le Nevada, ni d'impôt sur le revenu. Les taxes sont plus basses ici, l'immobilier aussi. Et puis, tout est gros à Vegas, non? Eh ben, nous, on veut voir encore plus gros que Vegas, et je crois qu'on a réussi. Larry et ses associés préparent déjà leur prochain coup. Un temple dédié à la fête et au cannabis. Reste à obtenir le feu vert du Nevada pour l'ouverture des coffee shops. Aujourd'hui à Vegas, les mines d'or, ce ne sont plus les casinos, mais les entrepôts. Attention aux yeux. Bienvenue dans la salle du trésor. Devant nous, il y en a pour 3 millions de dollars. Cette ferme est l'un des plus gros gisements de la ville. Le cannabis, c'est de la drogue, mais ici les têtes de bœuf, ce sont des pépites d'or. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie qu'il n'y a pas d'insectes nuisibles. Ça fait combien de temps que vous bossez ici? Je travaille dans cette ferme depuis 2 ans et demi, mais je travaille dans l'industrie depuis 1992. Mais en 92, c'était illégal. Ouais, tu as raison. Vous êtes un autodidacte. Ouais, j'étais un criminel avant. Fini les plants de cannabis dans la chambre, les fumeurs de joints sont devenus les nouveaux experts de la weed. Avant, je faisais ça illégalement avec une copine. Au début, j'osais pas le mettre sur mon CV. Elle m'a dit, bah si, écris-le. J'ai fait, ah bon, bah ok. Donc vous avez écrit sur votre CV que vous faisiez pousser de l'herbe illégalement. Eh oui. Christine fait partie des 8000 nouveaux Canna Workers du Nevada. J'arrive pas à croire qu'il me paie pour faire ça maintenant. C'est un peu le boulot de vos rêves. Ah oui, grave, je suis super chanceuse. Dans le Nevada, on compte 115 fermes comme celle-ci. L'État a légalisé le cannabis à usage récréatif il y a seulement 1 an et demi et on bat déjà des records. 530 millions de dollars de revenus, c'est presque 2 fois plus que dans l'État voisin du Colorado, le premier à avoir légalisé le cannabis. Le cannabis entre dans l'ère industrielle. L'herbe pousse toute l'année, pas de saison égale pas de perte de temps. Bref, rentabilité au max. Le fruit de la précieuse récolte est stocké ici, 200 kilos par mois. Il y en a pour combien dans ce sac? Il y en a 760 grammes. On vend le gramme à 15 $. Donc en tout, t'en as pour pas loin de 11 000 $. Il y en a pour plus de 10 000 $ là-dedans? Exactement. Allez, à plus. Dans cette ferme, il y a un autre butin caché dans les cuisines. Voici la spécialité maison du cannabis plaqué or. C'est quoi ça? Ça, c'est du shatter. Le shatter, ça ressemble à de l'or fondu, mais en fait, c'est du THC à l'état pur. Le THC, c'est ce qui donne les effets au cannabis. C'est quoi le taux de THC là-dedans? Ça peut aller jusqu'à 80-90%. Normalement, les têtes d'herbe les plus fortes ne contiennent que 30% de THC. C'est un peu un concentré de weed. Oui, exactement. Attention, ça ne se mange pas comme du caramel. On le fume ou on le vapote, les effets sont hyper puissants et le prix va avec. C'est combien ça? Beaucoup d'argent. Plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des dizaines de milliers de dollars pour quelques grammes. La ruée vers l'or n'a jamais aussi bien porté son nom. Et dans cette conquête, il y a un acteur pour le moins étonnant. Hey, bonjour. Salut, ça va? Ça va et vous? Un chef indien qui se rêve en roi de la weed. Benitso est membre de la tribu des Paiutes, 55 âmes vivant au nord de Vegas. Un territoire d'une 40aine d'hectares, avec sa constitution, ses propres lois et ses traditions bien ancrées.
À la naissance, on découpe notre cordon ombilical et on l'enterre ici. Votre cordon ombilical est quelque part ici. Oui, il est là. Il est là. Et ceux de mes petits-enfants aussi. Ça prouve que ce sont nos terres. Un territoire qui semble aujourd'hui laissé à l'abandon, avec une tribu appauvrie. Pendant longtemps, c'est la vente de tabac qui les a fait vivre. Aux États-Unis, les tribus indiennes bénéficient d'un statut fiscal particulier. Résultat, chez eux, les cigarettes sont moins chères. On est arrivé à un point où on va devoir évoluer pour s'en sortir économiquement. Notre principale source de revenus, c'était la vente de tabac. Mais ces dernières années, ça a vachement baissé. On en vend de moins en moins. Pour rebooster la tribu, le chef a eu une idée simple. Utiliser les exemptions de taxes pour vendre de l'herbe moins cher. Il a misé sur ce superstore de la weed, avec un petit plus, le drive. Les affaires ont l'air de bien marcher. Ouais! Au début, j'étais pas fan de l'idée. J'y croyais pas vraiment. Mais bon, regarde, ça fait quelques minutes qu'on est là et il y a déjà 3-4 voitures qui attendent leur tour. Le drive 100% cannabis cartonne. 350 clients par jour. Qu'est-ce qui vous plaît avec le drive? Ah, c'est un service super complet. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut l'avoir ici. C'est comme le drive d'un fast-food, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme au fast-food. Parfois, je suis au téléphone et on pense que je suis au restaurant jusqu'à ce qu'on entende ce que je commande. Dans le business de la weed, la concurrence est féroce. Alors tout est bon pour attirer les consommateurs. À 2 ou 4 pattes. Des friandises à base de cannabis pour les chiens? Ouais. Je crois un scientifique ou un vétérinaire. Quelqu'un qui s'y connaît en tout cas, qui a dû dire qu'ils avaient des problèmes d'anxiété, comme les humains. Ça marche assez bien. On ne pouvait pas terminer la visite sans vous montrer le joint le plus cher de l'histoire. On a vendu le premier fin décembre pour 11 000 $. On l'appelle le Kanagar. Il est roulé avec une feuille d'or de 24 carats. Des feuilles d'or. Mais c'est le spliff le plus cher de l'histoire du spliff. Qui l'a acheté? Ouais, grave. C'est un homme d'affaires de Los Angeles. Il est venu en jet, il a posé 11 000 $ cash. Wow. La magie du marketing. Cet achat a fait une pub d'enfer pour le magasin. Tout ce qu'on gagne ici, tout ce qui est généré grâce à ce magasin de weed, ça revient à notre peuple. Ça amène de la stabilité économique. Le cannabis est en train de sauver votre tribu. Oui, je crois. C'est le prochain boom économique pour les tribus amérindiennes. Prochain objectif pour Benitzo, inciter d'autres tribus à suivre son exemple. Après des décennies de générations sacrifiées, le chef en est persuadé, c'est sur l'or vert qu'il faut miser. Ne bougez surtout pas, on se retrouve dans 2 minutes. On quittera Sin City pour les grands espaces sauvages du Nevada sur les traces du Mustang, ce cheval mythique du Far West, aujourd'hui traqué par les autorités. Vous avez l'hélicoptère qui est en train de rabattre la horde. Et devant, le cheval qu'on appelle Judas, c'est lui qui les guide vers le piège. On vous emmènera aussi aux Oscars du porno. Las Vegas veut devenir la nouvelle capitale mondiale du X. Le porno et Las Vegas, c'est évident que ça va ensemble. C'est normal, on est à Vegas, c'est la ville du péché. Vous découvrirez comment, à l'heure du tout gratuit, l'industrie mise sur la technologie. Si je regarde en haut, je vois leur tête, et si je regarde en bas, je vois tout ce qui se passe. Waouh. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Las Vegas. Dans un instant, on va vous expliquer pourquoi et comment Vegas veut devenir la nouvelle Mecque du porno. Donc à chaque fois que je tape sur l'écran, ça fait des vibrations. Voilà, et quand je perds, ça déclenche une grosse vibration. Ah, donc ça, c'est dans quelques minutes.
Mais juste avant, on va quitter un peu le strip pour prendre un grand bol d'air. On va partir ensemble sur la trace des Mustangs. Ce cheval sauvage emblématique de la conquête de l'Ouest est devenu la bête noire des autorités. Le nombre de Mustangs augmente si vite qu'ils sont en train de faire des ravages sur la nature. Pour l'agence fédérale en charge du territoire, la solution c'est de capturer en urgence un maximum de Mustangs. On vient de retrouver 8 Mustangs tués par balle. Ce qui se passe avec ces chevaux est décrit comme un massacre. Dans l'Ouest américain, on compte 67 000 chevaux sauvages, plus de 40 000 uniquement dans le Nevada. Avec Jawar Nadi, on a mis au Santiago et on est parti enquêter au royaume des Cowboys. Au petit matin, quelque part dans le Nevada. Hey, faites le tour et garez-vous là. Au milieu de ces grands espaces, nous allons assister à une capture digne du Far West. Celui que tout le monde guette, c'est le Mustang, le cheval mythique. Il va se passer quoi exactement là? L'hélicoptère traque les chevaux. Le nombre de Mustangs est 400-500% au-dessus de ce que le territoire peut supporter. Jason Lutherman travaille pour le BLM, l'agence fédérale qui gère la faune et la flore dans tout le pays. Aujourd'hui, les Mustangs sont si nombreux qu'on les retrouve près des habitations, sur les routes. C'est aussi pour ça qu'on intervient. Nous sommes au 6e jour d'une campagne d'envergure. Objectif, attraper 575 chevaux sauvages perdus dans ces montagnes. Les gros moyens sont de sortie. Les chevaux ne sont pas capturés au lasso, mais avec cet hélico. Après 3 heures d'attente, les premières crinières apparaissent enfin. Vous voyez là, l'hélicoptère rabat les chevaux vers nous. Quand il s'approche du piège, c'est là que le cheval Judas entre en action. C'est quoi un cheval Judas? Le cheval Judas est un cheval dressé. Il sait comment se placer pour diriger la horde et l'amener jusqu'au piège. Les chevaux ont l'esprit grégaire, donc ils le suivent. Donc Judas parce que c'est un traître. Exactement. Ce jour-là, le traître porte bien son nom. Judas se fait la malle et entraîne avec lui toute la horde. Un virage au cordeau et hop, l'hélico rabat les chevaux. Opération réussie, 22 Mustangs capturés. Le tout sous l'œil attentif de Maureen Dane. Elle est militante pour une asso de défense des chevaux. Je vous ai vu prendre des photos pendant qu'il chargeait les chevaux, pourquoi? On est là pour surveiller, s'assurer que le bien-être des animaux est respecté. Sans nous, ils feraient n'importe quoi. Notre présence est vraiment essentielle. Des captures qui tournent mal, Maureen en a déjà filmé un paquet. Sur ces images, on voit des chevaux traqués, épuisés. Et quand le piège se referme, c'est la panique. Stress, bousculade, blessure. Certains chevaux trouvent la mort en tentant de fuir, d'autres finissent piétinés par la horde. Si les autorités acceptent la présence de caméras, c'est toujours à bonne distance. Quand ça se passe mal et qu'il y a des chevaux blessés ou même tués, ils nous empêchent de prendre des photos. Il ne faut pas qu'on voit ça de trop près. Et je peux vous assurer que si on n'était pas là, le taux de mortalité serait bien plus élevé. Les chevaux attrapés ce jour-là sont emmenés par convoi. Après 2h30 de route, arrivés à l'enclos fédéral de Palomino Valley. Le Nevada détient le record du nombre de Mustangs à l'état sauvage, 40 000 bêtes. Depuis 1971, ils sont protégés par la loi. Interdit de les chasser, de les tuer ou de les envoyer à l'abattoir. Vous avez combien de chevaux ici? On en a plus de 1800. Pour réguler la population, le BLM l'assure, la seule option, c'est la capture. Et peu importe les critiques. Ces chevaux n'ont aucun prédateur naturel. Rien ne régule leur population. Elles doublent tous les 4 ans. C'est prouvé scientifiquement. Si on pouvait les contrôler sans les capturer, on le ferait. Si on ne le fait pas, ils vont finir affamés, ils vont détruire leur habitat et qui sait même mourir. Le but du BLM serait donc uniquement de préserver l'environnement. Maureen est loin d'être convaincue.
Ce ne sont pas les chevaux le problème. Pour moi, c'est l'homme qui empiète sur les espèces animales. Nous sommes littéralement en train de détruire notre planète. Alors pourquoi devraient-ils souffrir? Pour les assauts écologistes, le gouvernement chercherait surtout à satisfaire le lobby des éleveurs, surpuissants aux États-Unis. Ce sont eux les premiers à réclamer la tête du Mustang. Bonjour. Salut. Ravi de te rencontrer. Ted Borda, chapeau de cow-boy vissé sur la tête, est éleveur de moutons à Dayton. Vous voyez beaucoup de chevaux sauvages ici? Putain, m'en parlez pas. Il y en a des millions par ici. L'État dit qu'il devrait y en avoir entre 3 et 500, mais on est plutôt à 3000. Et c'est quoi le problème avec les chevaux? Le problème? Ben, ils mangent tout, et il reste plus rien pour mes bêtes. À cause des Mustangs, Ted a dû déplacer une partie de ses 3500 moutons dans un autre ranch. Question de survie, nous dit-il. Ici, ne reste qu'une poignée de bêtes, et cet agneau qui, visiblement, nous aime bien. Vous lui avez donné un nom? Non. Pas de nom. Non, c'est juste de la viande pour vous. Ted Borda ne fait pas de sentiments. Cet agneau et les autres bêtes termineront tous à l'abattoir. Vous seriez pour qu'on permette d'envoyer les chevaux à l'abattoir? Pourquoi pas? On mange bien Bambi. On mange bien Pampan. On mange tout sauf les chevaux. Les humains peuvent en consommer, ça peut faire de la nourriture pour chiens ou même de l'engrais. Ted le sait, envoyer des chevaux à l'abattoir est illégal aux États-Unis. Mais les éleveurs veulent en finir avec cette interdiction. Certains ranchers voudraient s'occuper du problème des Mustangs eux-mêmes. Vous en pensez quoi? Eh ben, c'est ce qui arrive quand le gouvernement fait pas son boulot. Les gens sont frustrés et ils dépassent les bornes. Au final, la politique du BLM ne satisfait personne. Les écolos les trouvent inhumains, les éleveurs, eux, pensent qu'ils ne vont pas assez loin. De toute façon, leur programme actuel coûte bien trop cher, 80 millions de dollars chaque année. Alors il y a 3 ans, le gouvernement a voulu trancher. Le gouvernement recommande de tuer 45 000 Mustangs pour laisser la place au bétail. 45 000, ça voulait dire abattre tous les chevaux hébergés par le BLM. Une annonce qui a déclenché un tollé, l'agence a été obligée de faire marche arrière. Face à un gouvernement incapable de trouver une solution, certaines bonnes âmes fortunées ont décidé de s'emparer du problème. On est dans le nord du Nevada, globalement au beau milieu de nulle part, entouré des plaines et des montagnes enneigées. Et on va aller retrouver Madeleine Pickens, une millionnaire qui a décidé de dédier sa vie à sauver les Mustangs. Hi Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour, merci d'avoir fait tout ce chemin. Tout ça c'est chez vous? Ça va jusqu'où? Ça va au-delà de tout ce que vous pouvez voir. Bras dessus, bras dessous, cette Californienne de 72 ans nous emmène jeter un œil à l'une de ses résidences secondaires. Et c'est gigantesque. 2500 km², la taille de l'île de la Réunion. Un sanctuaire où les Mustangs galopent en liberté. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont la chance de nourrir 500 Mustangs. Et ils sont si polis, ils nous attendent et ils nous disent merci. Et ils peuvent la remercier. Sans elle, ils auraient fini dans une assiette. Ces chevaux étaient destinés à l'abattoir? Cela ne fait aucun doute. Des acheteurs sans scrupules comptaient les vendre à des abattoirs. Où ça? Probablement au Mexique ou alors au Canada. Le Mexique et le Canada, 2 pays voisins où abattre les chevaux est parfaitement légal. Pour Madeleine, le Mustang est sacré, un morceau d'Amérique qu'elle bichonne. Tous les matins d'hiver, elle leur fait livrer le petit-déj. Regarde ceux qui sont devant, ils sont pas trop mignons? Coucou les gars, regardez-vous. Coupez ici et toute la paille va tomber. Galanterie oblige, on donne un coup de main à Madeleine. Enfin, un coup de pied.
Ici, on est en plein territoire cow-boy. Les voisins de Madeleine sont tous des éleveurs de bétail, pas très emballés par son sanctuaire. Vous avez eu pas mal de problèmes ici, non? On en a eu tellement. Il y a eu beaucoup d'hostilité à notre arrivée. Le fait qu'on sauve les chevaux s'est mal passé. Ça a généré de la tension. On a même été victime d'actes de vandalisme. Clôture sabotée, point d'eau asséché, et en octobre dernier, on a carrément basculé dans le fait divers. La propriétaire d'un grand ranch dans le nord du Nevada a fait une découverte macabre. Elle a retrouvé les carcasses de 8 chevaux sauvages abattus près d'un point d'eau. L'auteur de ce massacre ne fait aucun doute. Les chevaux ont été criblés de balles par les agents fédéraux du BLM. Plusieurs mois après le drame, Madeleine ne s'en remet toujours pas. Ces chevaux ont été assassinés. Pour moi, il s'agit d'un massacre. Comment le gouvernement a justifié cette décision de les abattre? Ils ont dit que les chevaux souffraient, qu'ils étaient déshydratés. Il fallait abréger leur souffrance, que c'était de l'euthanasie. Quand on parle d'euthanasie à un animal, on lui met une balle dans la tête. On ne lui tire pas dans le ventre, ni dans le dos. Là, on les a criblés de balles. Le BLM a tardé avant de reconnaître les faits. De quoi ternir encore un peu plus son image. Tous les ans, et depuis 50 ans, ils prennent les mêmes décisions. Et le résultat est toujours le même. Un désastre. Je ne comprends pas pourquoi ils ne travaillent pas avec des particuliers comme moi. Par exemple, j'ai mis 25 millions de dollars dans ce projet. Je me suis investi, j'ai sauvé 1000 chevaux. Madeleine veut faire de ce sanctuaire un éco-resort en mode Far West à 1000 € la nuit. Tout l'argent ira à la protection de ses Mustangs. Madeleine était prête à accueillir 30 000 chevaux sauvages. Elle a même proposé un partenariat au BLM qui n'a jamais donné suite. Le BLM ne change pas ses bonnes vieilles habitudes. Capture en hélico, et derrière les Mustangs sont proposés à l'adoption, comme ici, en Arizona. Hey, bonjour. How are you? Ça va? John Hall est un agent du BLM. Aujourd'hui, des chevaux et des ânes capturés dans la nature sont proposés au public. Ça coûte combien un cheval? 125 $. Et celui-là, il nous vient du Nevada. 125 $, ça semble vraiment pas cher. On a demandé leur avis à ces cow-boys venus du Canada. Vous pensez quoi du prix des chevaux? C'est donné. C'est carrément donné. Nous, on dépense entre 5 à 10 000 $ pour acheter un cheval. Pourtant, même à 125 $ le Mustang, le programme d'adoption du BLM n'attire pas les foules. En 2002, 7800 chevaux avaient trouvé preneur. En 2016, seulement 3100, une dégringolade de 60%. Alors pour se débarrasser des chevaux dont personne ne veut, le BLM a décidé de les brader. Avec cet acte de vente, vous repartez avec le cheval le jour même. Les chevaux concernés sont ceux qui ont été proposés à l'adoption 3 fois et qui n'ont pas trouvé preneur, ou alors des Mustangs âgés de plus de 10 ans. Ils sont à combien ces chevaux-là? 25 $. Je peux en acheter combien à la fois? Actuellement, vous pouvez en acheter 24 d'un coup. À 25 $. C'est ça. Vous avez bien entendu. Pour 600 $, vous pouvez repartir avec 24 chevaux. Et surtout, vous pouvez les revendre à qui vous voulez. Mais il y a des clauses. Vous vous engagez à ne pas les revendre à des abattoirs ou à leurs intermédiaires. Bon, je peux toujours dire que j'ignorais ce que la personne allait en faire après. Une fois que l'animal est vendu, ce n'est plus notre affaire. En gros, si certains chevaux terminent à l'abattoir, c'est triste, mais ce n'est pas leur problème. On comprend mieux pourquoi la politique du BLM est si lourdement critiquée. Pourtant, une de leurs initiatives, elle, fait l'unanimité.
Sortez vos papiers d'identité. Mirador, barbelé et Mustang. Bienvenue au centre pénitentiaire de Florence, en Arizona. Bonjour. Bienvenue en Arizona. Désolé, il pleut aujourd'hui. À 65 ans, Randy Helm n'est pas prêt de ranger son chapeau. Cela fait 7 ans qu'il gère ce programme de réinsertion inédit des prisonniers qui dressent des Mustangs. Alors, ça c'est la liste de nos chevaux. En fait, ce sont les détenus qui les nomment, après qu'on ait validé leur choix. Donc ça, c'est le nom du cheval. Et là, le nom du prisonnier qui l'entraîne. Tous les matins, pour la vingtaine de détenus, c'est corvée, nettoyage. Puis chacun retrouve sa monture. Hey man, bonjour. Salut, ça va? Ça va? I'm good. What's his name? C'est quoi son nom? Ça, c'est Little Jay. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de lui? You've been taking care of him for how long? Ça fait 2 mois que je m'en occupe. Carl, lui, est là depuis bien plus longtemps. Déjà 8 ans derrière les barreaux. Il lui en reste 2 à tirer. Je peux vous demander pourquoi vous êtes en prison? Vous voulez dire quel crime j'ai commis? Kidnapping et vol à main armée. À 34 ans, Carl n'a rien d'un enfant de cœur. Et pourtant, 7 mois au contact des Mustangs l'ont changé. Au-delà d'un bol d'air frais, ça vous apporte quoi ce programme? Ah bah, des shoots d'adrénaline, souvent, mais dans l'ensemble, de l'apaisement. J'ai aussi repris confiance en moi. C'est quelque chose que j'avais perdu en étant ici. Les candidats ne manquent pas pour faire partie du programme. Il n'en existe que 3 aux States. Ici, tous les jours, de 7h à 14h, les prisonniers s'évadent de l'univers carcéral. Ça change notre état d'esprit. Quand on se réveille le matin, ça nous donne un objectif. En tout cas, ça me donne une raison de me lever. Ça aide tellement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert vraiment. Comment vous sélectionnez les détenus pour ce programme? Il faut qu'il leur reste 5 ans ou moins à purger. La raison principale, c'est qu'une tentative d'évasion, c'est automatiquement 5 ans de plus. Donc en fin de peine, le risque de se faire la malle est moins fort qu'à leur arrivée. Il y a encore quelques mois, ces Mustangs n'avaient jamais été touchés par l'homme. Tous ont été capturés par le BLM. Ce cheval-là, il a été monté que 5 fois. Bah, c'est tous des excellents cavaliers, c'est assez impressionnant. Certains prisonniers n'étaient jamais montés à cheval auparavant. De toute évidence, la captivité, ça crée des liens. Combien de temps ça prend de dresser un cheval? Ça prend 5 mois, parfois 6. C'est vraiment le cheval qui décide. Les prisonniers font de bons dresseurs? Ah oui, ce sont d'excellents dresseurs. Moi, à titre personnel, j'hésiterais pas du tout à les embaucher dans un ranch, par exemple. Dompter un Mustang, un travail de forçat. Une fois dressés, ces chevaux se vendront $825, 700 pour la prison, 125 pour le BLM. À ce prix-là, c'est tentant. Il est grand. Le Poney Club, ça sert toujours. Ça, c'est du tronc enlevé. Et ouais, papa. Première fois de ma vie sur un Mustang. Ils sont incroyablement bien dressés. Un peu plus loin, toujours dans l'enceinte de la prison, on apprend aux Mustangs à être de bons chevaux de cow-boy. Franchir des obstacles et tout un tas d'autres exercices. Alors là, le but de cet exercice, c'est de leur apprendre à pousser des choses. Et après, une personne ira s'asseoir sur le chariot. Vous l'essayez? Ouais, ok. Ok, alors, asseyez-vous ici, face au cheval. Il va vous pousser dans cette direction. Allez, pousse.
Ça lui apprend quoi au cheval? On fait ça pour les gardes frontières. Levez les mains en l'air. S'il pourchasse quelqu'un et que la personne tente de l'effrayer avec ses mains, il n'aura pas peur. Quand il fait cet exercice avec vous sur le chariot, il pense que c'est vous qui le pousse. Ironie pour ces prisonniers, les chevaux qu'ils dressent sont très appréciés des forces de l'ordre. Ce cheval, je le dresse pour les flics. Après 12 ans de prison, Klein va bientôt sortir. J'avais jamais monté avant. Et ce gars-là m'a tout appris sur les chevaux. Quand je vais sortir, ce cheval et moi, on va travailler dans une ferme avec les vaches. Vous allez adopter ce cheval quand vous sortirez de prison? Ce cheval, ouais. S'ils veulent garder un cheval et qu'ils en ont les moyens, on les aidera. À leur sortie, la majorité des prisonniers trouvent un travail en rapport avec les chevaux. Une victoire pour Randy. Ici, ils apprennent beaucoup sur eux-mêmes, à gérer leur colère, parce que tu peux pas perdre ton sang-froid face à un animal de 500 kilos, sinon tu vas perdre. C'est ça le pouvoir du Mustang, faire de vous une meilleure personne? Oui. Oui, je le pense vraiment. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Un cheval est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme ». Preuve que l'animal adoucit les plus durs. Depuis le début de l'expérience dans cette prison, sur les 50 détenus relâchés, aucun n'a récidivé. Mais cela ne règle pas la question des Mustangs. Avec 67 000 chevaux sauvages dans les plaines de l'Ouest, on se demande comment le BLM peut ramener ce chiffre à 27 000, son objectif. Une chose est sûre, le Mustang n'a pas fini de faire galoper les autorités. Et nous ne sommes pas les seuls à trouver cette histoire incroyable. Hollywood vient de s'en emparer, c'est Robert Redford qui produit. That's a dangerous animal. If you can stay in there for more than 5 seconds, you're in the program. Voilà, l'affiche, c'est ça, The Mustang, et ça sort en France le 19 juin. Ne bougez surtout pas, notre conquête de Las Vegas n'est pas terminée. On va vous emmener aux Oscars du porno. Vous êtes nommée dans quelle catégorie? Oh wow, je suis nommée pour le titre de meilleure actrice et pour la meilleure scène d'orgie. Moi pour les plus belles fesses, meilleur espoir et plus beau sens. Sin City veut devenir la nouvelle capitale du X en misant tout sur les nouvelles technologies. Tout est différent ici. Normalement, il n'y a pas tout ça, juste elle et moi. Donc vous ne parlez pas, vous ne... Non, je fais rien, je suis juste là. Je suis juste un pénis. Merci d'être avec nous pour notre émission spéciale Las Vegas. Dans 2 minutes, vous comprendrez le sens de cette image. Ça donne réellement l'impression que je suis en train de faire ce qu'il est en train de faire. En l'occurrence, là, l'amour à une dame. À 2 dames. À 3 dames. Oula. Vegas, nouvelle capitale du porno, c'est dans 1 minute. Mais pour l'instant, on reste concentré. Cette ville a toujours attiré les plus grandes stars, Lady Gaga, Britney Spears, Elton John et comment oublier la patronne. Ah, Céline. Mais au fait, comment Las Vegas est-elle devenue Las Vegas? C'est notre petite minute historique. Attention, il y a même des images en noir et blanc. Il était une fois dans l'Ouest une petite ville qui s'appelait Las Vegas. En espagnol, ça veut dire les prairies, étonnant pour un patelin perdu en plein milieu du désert. Cowboy indien, chercheur d'or, Vegas à l'époque, c'est le Far West. Fondé par des Mormons, la future capitale du vice en ce temps-là, c'est plutôt la capitale de l'ennui. Et si l'arrivée du chemin de fer sort un peu la ville de son trou, les jeux et l'alcool sont interdits, prohibition oblige. Il faut attendre les années 30 pour que tout s'accélère. Des milliers d'ouvriers débarquent pour construire le grand barrage Hoover. Vegas a enfin de l'eau. Le barrage Hoover, c'est la nouvelle attraction et il apporte l'électricité à tout downtown Las Vegas. Dans la foulée, la ville se dévergonde, les bars et les casinos sont enfin autorisés.
La jeune ville de Las Vegas ne cessait de grandir malgré la Grande Dépression. C'est d'ailleurs à un mafieux Bugsy Siegel, un pote d'Al Capone, que l'on doit l'ouverture en 1946 d'un des premiers casinos, le Flamingo. Les casinos de la mafia envahissent la ville. Ça y est, le vice est dans la place, machine à sous, bar à striptease et showgirls vont déferler sur le strip. On joue 24 heures sur 24. Toute la ville est vraiment une usine de la chance. Quant au thème des soirées, c'est parfois du grand n'importe quoi. Oui, le grand truc tendance dans les années 50, c'est d'assister à des essais nucléaires en plein désert. Las Vegas est une ville absolument unique, spéciale, dont vous avez déjà entendu beaucoup parler, et qui est bien difficile à décrire. À Vegas, tous les mondes se côtoient, la pègre comme le showbiz. Rapidement, la ville devient la capitale mondiale du divertissement et Frank Sinatra, son boss. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Dans les années 60, la ville est même surnommée Sinatra City. It's my kind of town. Au bout de la rue, un nom familier, une meneuse de revue So Frenchy se fait remarquer. Lynn Renault fait sensation sur les planches du Dunes. Donnez-moi des nouvelles de Paris. À Paris fait froid. Je peux vous ouvrir? Je dois marcher de pied, c'est pas très commode. La suite, on la connaît, la machine ne s'arrêtera plus avec la construction d'hôtels gigantesques. En un week-end, vous pouvez faire le tour du monde sans quitter Vegas et ses vices. What happens in Vegas stays in Vegas. Las Vegas, la ville de tous les vices, a toujours inspiré le ciné. Au total, une dizaine de blockbusters, parmi lesquels Casino, Las Vegas Parano, Showgirls, Very Bad Trip et puis évidemment Ocean's 11. Mais aujourd'hui, c'est un autre type de film que Vegas convoite, les films X. L'ambition de la ville, devenir la nouvelle Mecque du porno, une industrie sulfureuse et en quête de renouveau. Parfait pour Sin City. Avec Sarah Brach et Ludovic Tourte, on a rencontré les nouveaux acteurs de ce business, pas comme les autres. Ah, le glamour des remises de prix. Des coiffures toujours superbes, des parures hors de prix, des couples beaux à tomber par terre, et puis des paillettes. Beaucoup de paillettes. Mais si certaines ressemblent du coup à la petite sirène, ici c'est la version interdite aux mineurs. Le tapis rouge derrière moi n'est pas celui des Oscars. Ce soir, vous ne verrez pas défiler des stars d'Hollywood. On est en fait aux AVN Awards, l'équivalent des Oscars, mais pour l'industrie du porno. Et ce soir, il y a plus de 1000 stars du X qui sont attendues. Chaque année, au mois de janvier, Las Vegas enfile son latex de lumière. Nous, pour l'occasion, on a sorti la veste, mais visiblement pour les confrères et les consoeurs, c'est pas obligatoire. Vous travaillez pour qui? Naked News. Naked News. D'habitude, je suis tout le temps nue. Porter des vêtements, c'est super dur. J'ai vraiment du mal à croire que je suis habillée là. Ok, le ton est donné. Ce soir au Hard Rock Hotel, on ne va pas parler musique, mais pornographie. Vous êtes nommé dans quelle catégorie? Oh wow, je suis nommée pour le titre de meilleure actrice et pour la meilleure scène d'orgie. Moi, pour les plus belles fesses. C'est un prix du public. Meilleur espoir et plus beau sang. Je suis nommé pour meilleur acteur dans un long métrage, dans un court métrage, meilleur et meilleur. Et des catégories osées, il n'en manque pas. Une centaine de prix décernés. Ce soir, Sin City n'a jamais aussi bien porté son nom, la ville du péché. Le porno et Las Vegas, c'est évident que ça va ensemble. C'est normal, on est à Vegas, c'est la ville du péché. C'est le meilleur moment de l'année, c'est vraiment cool d'y être. Ce soir, il y a du beau monde. Une cérémonie digne de Hollywood avec 3500 invités triés sur le volet. Et les vainqueurs sont... Des statuettes et des starlettes. J'arrive vraiment pas à croire que ça m'arrive. Cardi B en guest star assure le show. Et si Vegas sort l'artillerie lourde avec les AVN... Merci, bonne soirée à tous, on vous aime. C'est parce que la ville compte bien devenir la nouvelle Mecque de l'industrie du porno. Les AVN, ce n'est pas que le tapis rouge et les trophées, c'est surtout le rendez-vous business du X. 4 jours d'expo à en prendre plein les yeux.
On est dans la partie exposition des AVN. L'entrée est interdite aux moins de 18 ans. Au total, il y a plus de 350 exposants qui viennent du monde entier pour présenter les nouvelles tendances, les nouvelles technologies à la mode dans l'industrie du porno. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça se vend bien, ça? C'est le seul qui fait des allers-retours, comme ça. C'est donc un pénis de monstre. Plutôt celui d'un dragon. Un dragon? Non. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Mais non, t'inquiète. Ici, tout est interactif, mais plus que jamais, la tablette est déconseillée pour les enfants. Donc là, en fait, je suis en train de jouer à un jeu qui est relié à un sextoy sur lequel mademoiselle est assise. Et donc à chaque fois que je tape sur l'écran, ça fait des vibrations. Voilà, et quand je perds, ça déclenche une grosse vibration. Vibrant ou non, à pile ou sur batterie, en Bluetooth ou en Wi-Fi, en 2022, le marché du sextoy représentera 37 milliards de dollars. Aujourd'hui, le sexe se veut connecté. J'ai l'appli dans mon téléphone et vous dans le vôtre. On se connecte avec l'appli et c'est vous qui contrôlez le sextoy. Donc si ma copine est à Tokyo... C'est chouette, hein? C'est parfait pour les relations à distance. L'industrie du porno a toujours eu un temps d'avance en matière de nouvelles technologies. C'est au porno, par exemple, que l'on doit l'essor des cassettes VHS ou des vidéos à la demande dans les chambres d'hôtel. Et le nouvel Eldorado des industriels du porno, c'est ça. Les casques de réalité virtuelle, la VR, un marché estimé à 40 milliards de dollars d'ici à 2020. Bonjour, alors c'est une bonne expérience? Ah ouais, là il y a deux filles, il y en a une sur moi, et il y en a une autre là qui se touche les seins. Si je regarde en haut, je vois leur tête, et si je regarde en bas, je vois tout ce qui se passe. Waouh, c'était incroyable. À ce point? Ah ouais. T'as déjà essayé la VR? La réalité virtuelle? La réalité virtuelle. Ok. Conscience professionnelle oblige, on a essayé. Let's go, c'est parti. Ouais, en fait, c'est un porno, mais filmé à la première personne. C'est-à-dire que quand je baisse les yeux, je vois le bas de mon corps, enfin le bas du corps de l'acteur en l'occurrence. Et donc ça donne réellement l'impression que je suis en train de faire ce qu'il est en train de faire. En l'occurrence, là, l'amour à une dame. À deux dames. À trois dames. Oula. Et bah... L'expérience est pour le moins réaliste. Wow. Wow. T'as aimé? Hein? Est-ce que t'as aimé? Bienvenue parmi nous. Ouais, c'est assez impressionnant, on s'y croirait. Et si les studios misent sur cette technologie, ce n'est pas juste pour le plaisir des clients. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est l'avenir du porno, ça? Je crois que la réalité virtuelle va aider toute l'industrie qui souffre du piratage, de la gratuité et qui n'est même plus rentable. Avec cette nouvelle technologie, fini le piratage à distance parce qu'il faut payer pour y avoir accès. Un pari énorme pour une industrie en perte de vitesse et surtout une prouesse technologique. Après pas mal de négos, on a réussi à s'incruster sur un de leurs tournages. Viens nous voir à Los Angeles. Ok, ça marche. C'était cool de te rencontrer. Merci beaucoup et rendez-vous à LA. Au revoir la ville du péché et bonjour la cité des anges. Aujourd'hui, on n'a pas rendez-vous dans les grands studios d'Hollywood, mais dans un quartier huppé de LA. Une villa style californien a été louée pour l'occasion. Hey, salut Martin, c'est cool de te voir ici. Merci de nous accueillir. Pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on se retrouve à assister au tournage d'un film X. Le réalisateur Alexander. Bonjour, enchanté. Salut. Bonjour, c'est vous l'acteur? Oui. Au premier abord, ça ressemble à un tournage classique. Des techniciens, un réalisateur, des spots, et donc une actrice, mais dénudée. Hi Christina. Bonjour Christina. Salut. Vous allez bien? Ravi de te rencontrer. La vraie star du jour, en fait, c'est elle. La caméra 3D qui révolutionne la manière de filmer des pornos en réalité virtuelle. Vous pouvez me montrer en quoi c'est différent d'une caméra normale? Alors techniquement,
on a une caméra sur laquelle il y a 2 lentilles qui filment comme Deux yeux? Oui, comme des yeux qui ont le regard qui se croise. Ça permet d'avoir un angle large. Tu vois, sur le moniteur, on a une vue d'ensemble. Donc cet équipement nous donne un angle à 180 degrés qui nous permet de tout voir. Et action. Aujourd'hui, 2 scènes sont au programme. Scène 1, pour la Saint-Valentin, Christina se languit en attendant son boyfriend. Bon, un scénario basique qui a fait ses preuves, mais nouveauté, le boyfriend, c'est la caméra. Oh mon Dieu, je pensais pas que tu rentrerais si tôt. L'expression « faire l'amour à la caméra » prend ici tout son sens. Christina parle à l'objectif comme s'il s'agissait de son petit ami. J'ai attendu ce moment toute la journée. Une fois votre casque sur les yeux, vous aurez l'impression que le petit ami, c'est vous. La scène se tourne en une seule prise, pas le droit à l'erreur, alors le réal dirige son actrice avec les moyens du bord. Coupé. Great job, thank you very much. Lui, c'est Daniel Abramovich, le pionnier du porno en VR. Il a commencé dans son garage il y a 5 ans. C'est le premier à avoir réuni porno classique et réalité virtuelle. Aujourd'hui, son studio est l'un des leaders mondiaux. En tant que spectateur, ça apporte quoi? Notre plus, c'est l'immersion. Ça te transporte vraiment dans un autre monde dès que tu mets le casque. Tout est en 3D et le son est dingue. Tu peux tout entendre quand l'actrice te chuchote un truc à l'oreille. Quand elle marche, tu entends ses pas, pareil quand elle bouge. Vraiment, l'expérience est différente par rapport à un porno classique. Ce casque, inventé pour les gamers, redonne de la vigueur au porno, comme une célèbre petite pilule bleue. On pose la paire de jumelles, changement de décor, scène 2. Quand tu embrasses, fais bien attention à ne pas toucher la caméra, c'est super important. VR oblige, avant chaque prise, le réal coach minutieusement ses acteurs. Pour les scènes de couple, le tournage est particulièrement technique. Je vais vous montrer comment on filme une scène avec 2 acteurs. On a un tas de petites astuces. Par contre, je ne peux pas tout vous montrer. Le marché est très compétitif. Je commence par quelle position? Allonge-toi sur le dos et mets tes fesses ici. Avec cet attirail, on se croirait dans une salle de bondage. La caméra a même des oreilles pour enregistrer le son en stéréo. Ok, la définition est bonne. Ok. Mais on voit pas assez son corps. Il faut qu'on change d'axe ou qu'elle remonte un peu. L'actrice regarde au-dessus d'elle, comme si elle était avec son partenaire. Ce qui rend la performance des acteurs un peu compliquée. Qu'est-ce qui est différent pour vous? Vous voulez dire en comparaison d'un tournage classique? Oui. Tout est différent ici. Normalement, il n'y a pas tout ça, juste elle et moi. Là, je dois faire attention à ma position pour la caméra. Pour cette scène, par exemple, il faudrait que je me tourne comme ça pour qu'on voit mieux ce qu'il y a là. Ici, c'est au-dessus de moi, donc je m'inquiète pas trop. Faut juste que je fasse gaffe à mon dos et à ne pas toucher avec ma tête. Mais c'est du bon matos ici. Donc vous ne parlez pas, vous ne... Non, je fais rien. Je suis juste là. Je suis juste un pénis. C'est dur pour vous? Ça change quoi d'avoir tout ça autour? Ce qui compte, c'est l'intimité que j'ai avec la caméra, plus qu'avec l'acteur. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'être en connexion avec l'utilisateur du casque. On résume, un tournage en VR, c'est moins de contact et moins de plaisir pour les acteurs. Mais ce serait tout bénef pour les utilisateurs et surtout pour les producteurs. Aujourd'hui, la réalité virtuelle représente environ 5% du porno produit. Le reste, c'est en 2D. Mais je pense que ça va changer. Et peut-être que dans 5 ans, ça sera 50-50. La réalité virtuelle, c'est l'avenir, c'est sûr. La suite, on ne la verra pas. Concurrence oblige, les différents studios protègent jalousement leurs secrets de fabrication. Retour à Vegas. Pendant notre déambulation à l'expo des AVN, un autre phénomène nous avait tapé dans l'œil.
Des dizaines et des dizaines de stands avec des jeunes femmes se trémoussant devant un ordinateur. Salut les gars, on est en ligne. Dans le porno, le nouveau mot à la mode, c'est l'interaction. Vidéos exclusives, contenu à la carte, certaines actrices monnaient même l'abonnement à leurs réseaux sociaux. Ah, lui, c'est Dragon, c'est mon meilleur pote. La grande révolution en ce moment, c'est ce qu'on appelle le camming. Dans le monde, on compterait 200 000 camgirls et même quelques camboys. Tous proposent des prestations personnalisées contre une poignée de dollars. Et ça marche. Le webcamming attire désormais 35 millions de visiteurs chaque jour. Retrouvez-moi sur mon site et je vous en montrerai plus. Loin de l'expo et du strip, les camgirls de Vegas travaillent quelque part ici, dans la zone industrielle. Tout de suite moins glam et moins sexy. Pour la sécurité des travailleuses, on ne peut pas vous montrer l'extérieur du bâtiment. Hello, Bonjour. moi c'est Shanna. Enchanté, Shanna. Bienvenue au Vegas Webcam Studio. Comment ça va? Ça va? On est où exactement ici? On est dans un studio de webcam, là où les camgirls travaillent. Elles ont chacune leur chambre. C'est ici qu'elles jouent aux petites copines pour des hommes seuls dans le monde entier. Depuis 4 ans, Shanna gère ce studio de 21 chambres. Les camgirls se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors chaque chambre a un lit, un ordinateur, une caméra et de l'éclairage. Ça ressemble plus à une auberge pour backpackers qu'à un hôtel de charme. Il est presque 22 heures et Christine va démarrer sa journée. Martin, voici Christine. Salut. Bonjour. Christine, 22 ans, habite Vegas. Elle est étudiante en école d'infirmière, elle est mariée. Croyez-le ou non, c'est un profil répandu chez les camgirls. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire du camming? J'étais dans une période de ma vie où je galérais pas mal. Alors j'ai cherché un petit boulot et je suis tombée sur une annonce. J'ai passé un entretien, j'ai beaucoup hésité, mais bon, je me suis fait $200 le premier jour et ça m'a permis de payer mes factures. Donc bon. Depuis, Christine est devenue une pro du camming. Elle gagne entre 3 000 et $3 500 par mois. Alors, ça c'est ma page de profil. Là, c'est ce que j'ai gagné cette semaine. Ici, tu peux voir ma note. J'ai 5 étoiles actuellement. Mais ça peut varier tous les jours. On est en direct là? Non, on ne l'est pas. Il faut que je clique sur démarrer le show pour qu'on le soit. Ah, ok. C'est notre première interview de camgirls et en plus, c'est en live. Et déjà, les premiers clients. Donc Robbie demande, est-ce que vous allez faire l'amour? Non, Robbie, ça n'arrivera pas. Ah, parce qu'il peut nous entendre? Oui, il peut. Salut Robbie. Donc ça, c'est la version gratuite où ils vous voient en direct. S'ils veulent un entretien privé avec vous, ils doivent payer. Oui. Pour la suite, on ne vous fait pas de dessin. Le client demande son fantasme, Christine est libre de le réaliser ou non. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que ce qu'il se passe ici, c'est une forme de prostitution? Ma réponse à ça, c'est... C'est une bonne question. Personne ne me touche. Je suis la seule à me toucher. Les gens payent pour me regarder, les gens payent pour me parler. En fait, je leur vends ma compagnie. De la compagnie pour quelques dollars la minute. Tout ne va pas dans la poche de la camgirl, elle ne prend que 25%, la plateforme 65% et le reste, c'est pour la gérante. C'est l'un des secteurs les plus porteurs actuellement dans l'industrie pour adultes. Oui, oui, complètement. Beaucoup plus que ce que l'on pouvait imaginer. Qu'est-ce que vous répondez quand on dit que vous exploitez des jeunes femmes qui ont besoin d'argent? Non, non. Elles viennent ici et font ce qu'elles veulent. Elles décident de tout. Elles fixent leur prix, le temps qu'elles passent en ligne. En gros, elles ne font que ce qu'elles veulent. Vraiment, ce qu'elles veulent. Dans ce bordel en ligne, la tenancière vante la liberté des travailleuses.
Dans les faits, elle a raison, le webcamming n'est pas de la prostitution au sens légal du terme. Mais la frontière est infime. Une frontière facile à franchir quand on quitte Las Vegas. Il faut laisser dans le rétro la capitale du vice pour aller voir le visage de la prostitution, version 2019. C'est autorisé dans le Nevada. La prostitution a été légalisée il y a un bail, au milieu du 19e, seulement dans les petits comtés. Aujourd'hui, on quitte Vegas pour aller dans une maison close. Il y en a une vingtaine dans le Nevada. Ici, c'est légal. On est en route pour la petite ville de Pahrump. On a rendez-vous au Sherry's Ranch, un bordel à l'ancienne. De ranch, il n'en a que le nom. Pas de chevaux, pas de cavaliers. À peine arrivé, la couleur est annoncée. Mesdames, en ligne. Accueil en grande pompe. Comme dans une maison close française des années folles, la madame nous présente ses filles. Salut, moi c'est Sky. Salut, moi c'est Max. Petit moment gênant. Laquelle voulez-vous choisir? Peut-être... Heureusement, on vient à notre rescousse. Salut, je m'appelle Alyssa. Je serais ravie de vous faire visiter. Oui, on y va? Super. Alyssa a 32 ans. Cette mère de famille fait un peu figure d'ancienne. 9 ans qu'elle travaille au Sherry's. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler dans ce milieu? J'ai une vraie passion pour le sexe. Je suis très branchée cul et j'adore aider les gens. Pourquoi travailler dans un bordel plutôt que chez vous ou dans la rue? Quand tu travailles dans la rue, tu ne sais pas ce qu'il peut se passer. Ici, tu contrôles ton environnement, on se sent en sécurité. On nous protège et on pose nous-mêmes nos propres limites. Le Sherry's, c'est un peu un parc d'attractions à thème, avec plein de manèges réservés aux adultes. Voici la salle de massage. Tout le corps est enduit. Ok. Pas de sexe dans l'eau, pour des raisons sanitaires évidentes, mais c'est un bon moyen pour briser la glace. Ici, c'est la salle de classe. Tu peux être le méchant prof ou le mauvais élève. Je vais sécher les cours. C'est pas juste. Tiens, t'as gagné le bonnet d'âne. Ok. Ici, jamais de panne d'inspiration. Le tour du proprio se termine par la salle la plus demandée par les clients. C'est la chaise de domination. La demoiselle sera soit la dominatrice ou la soumise. Ça, c'est la cage. Les gentils garçons en haut, les vilains dans la cage. Et toi, tu vas où? En haut, j'espère. S'il y a un problème avec un client qui se comporte mal, qu'est-ce que vous faites? Nous avons un bouton d'alarme dans chaque pièce, donc quelle que soit la situation, je ne me sens jamais menacée. Si c'est le cas, j'appuie sur le bouton et la sécurité débarque en quelques secondes. Je peux voir le bouton? Non. Non, pour pas montrer où il est. Ben oui, non. Ouais, logique. C'est ça. Le bordel a ouvert il y a une vingtaine d'années. Les affaires marchent bien. Des petits bungalows VIP ont été construits pour les clients les plus riches. Bien sûr, impossible de les rencontrer. Anonymat exigé. C'est ma chambre. Entre, je vais te faire visiter. Il y a quelques photos de moi, ça donne un petit aperçu de ma vie, de mes amis, quelques bouquins, 2 ou 3 jeux, et là, le lit, là où la magie opère. Alyssa travaille 1 semaine par mois. Une vie au bordel, en pension complète, avec des règles très strictes. Vous êtes autorisé à sortir du ranch? Non, je n'ai pas le droit de sortir du bordel pendant la durée de mon contrat. Car avant de le signer, j'ai dû prouver que j'avais été dépistée pour le VIH et les MST, donc interdit de sortir. Vous ne sentez pas trop enfermé? Non. 1 semaine par mois, ça va. Ce n'est pas trop long et ça me permet de m'amuser un peu. Alyssa loue sa chambre 48 $ par jour. Sur le tarif de ses prestations, motus. Quand vous n'êtes pas client, on ne parle pas argent.
Comment est-ce que l'argent est réparti entre vous, le bordel? Le bordel prend la moitié de tout ce que l'on touche. Ensuite, on paye aussi nos impôts. Si vous croyez que le Sherry's n'est qu'une maison close à l'ancienne, erreur. Pour rester dans son époque, il a investi dans les nouvelles technologies. Waouh! Alexa, sextape. Let me get the set ready. Une enceinte connectée, 4 caméras, des plasmas, voici la nouvelle Sextape Room. Souriez, vous êtes filmé. Si les clients veulent un souvenir d'un moment passé avec une de nos filles, ils peuvent faire leur propre sextape. Ils peuvent filmer leurs exploits sous plein d'angles différents et ils le garderont pour toujours. Étrange. Étrange peut-être, mais pas le choix pour rester dans le game. Même dans un bordel à l'ancienne, il faut rester compétitif, à la pointe de la technologie? Oui, oui. Je veux dire, il y a tellement de choix de nos jours. Vous avez les poupées gonflables, les robots sexuels ou encore les webcams. C'est dingue tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'on disparaîtra. Quoi qu'on fasse, on ne remplacera jamais le contact humain et la chair. Pour rester à la page, Alyssa et les autres prostituées ont elles aussi pris le tournant des réseaux sociaux. Salut! Salut, bienvenue dans ma chambre. Twitter, chaîne YouTube, les filles du Sherry's se racontent en ligne et sont devenues des pros du 2.0. Ça m'apporte pas mal de nouveaux clients. Beaucoup me disent « j'ai vu tes vidéos » et ils se sentent plus à l'aise avec moi. L'industrie du X a longtemps cru qu'Internet allait tuer le business. En fait, le web a simplement redistribué les cartes. Le sexe n'a jamais été aussi présent, il se produit, se monnaie et se consomme, juste différemment. Voilà, this is the end. Notre émission spéciale Vegas est terminée. On espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur TMC pour un nouveau numéro. Bonne soirée.